Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, l'actualité nationale est marquée par la rentrée littéraire sous le thème de la place de la femme dans la littérature gabonaise. Si les préjugés demeurent, les femmes gabonaises ont su trouver leur place dans et en dehors de la littérature. Nous verrons qu'en Afrique, la 22e conférence des partis sur le climat domine l'actualité. Dans ce journal récapitulatif de la première journée avec notre envoyé spécial sur place à Marrakech. Et puis l'actualité dans le monde, c'est aussi les États-Unis où Hillary Clinton, la candidate démocrate favorite de la présidentielle, a sillonné ses bastions pour inciter les indécis à aller voter à un jour de l'élection. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Je le disais donc à l'instant, l'actualité est dominée au Gabon par la journée internationale de l'écrivain africain jumelée à l'ouverture de la 4e édition du salon littéraire à l'auditorium Georges Rawiri qui a servi pour cadre pour cette commémoration. La femme dans la littérature gabonaise était à l'honneur de cette édition du salon du livre, une femme gabonaise qui occupe une place importante, notamment celle de vecteur d'économie au sein de la société gabonaise. Les détails dans cet élément de Mirandangué. La littérature, qui est une expression de la culture, accorde une place importante à la femme et les auteurs féminins rencontrent de grands succès. Traduit sous différents visages, la femme gabonaise est le centre d'intérêt du thème de la rentrée littéraire du Gabon qui a débuté ce lundi 7 novembre à Libreville, un hommage à la femme dynamique et active dans la société. La femme gabonaise, aussi bien dans l'œuvre, le vice-premier. La littérature, qui est une expression de la culture, accorde une place importante à la femme et les auteurs féminins rencontrent de grands succès. Traduit sous différents visages, la femme gabonaise est le centre d'intérêt du thème de la rentrée littéraire du Gabon qui a débuté ce lundi 7 novembre à Libreville, un hommage à la femme dynamique et active dans la société. La femme gabonaise, aussi bien dans l'œuvre qu'en dehors de l'œuvre, occupe une place de choix et se veut effectivement une femme productrice, une femme active, une femme qui ne reste plus qui n'est plus marginalisée et qui se veut effectivement, comme je le disais tout à l'heure, levier de développement et actrice. La littérature africaine en général et gabonaise en particulier s'est métamorphosée au fil des ans à travers la diversification des plumes. Il y a plus d'une cinquantaine d'écrivaines gabonaises aujourd'hui. Et au niveau des éditions de SAM, vous avez une bonne représentativité de la gente féminine. Dans quelques jours se tiendra le sommet de la francophonie à Madagascar qui permettra de donner plus de matière à la littérature africaine qui y est grandement attendue. Au cours de la rentrée littéraire de ce lundi, à l'auditorium Georges Rawiri de Libreville, les écrivains gabonais ont magnifié la femme gabonaise dans la littérature. Des pistes de solutions ont été proposées pour rehausser la présence des œuvres gabonaises dans des programmes scolaires. Retrouvons Mirandangué et Joël Tatou. Chaque 7 novembre est célébrée la journée de la littérature africaine. Et ce, depuis 4 ans, une date choisie en raison de la rentrée littéraire qui se tient en début de rentrée académique. Comme nous l'explique Jean Bécalé, président de l'Union des écrivains gabonais. C'est donc l'occasion pour le public, à travers les conférences débats, l'exposition vente des livres et les dédicaces qui s'en suivent, de se mettre à jour au niveau des acquisitions livresques, de discuter avec les écrivains présents et avec d'autres passionnés de littérature. La littérature gabonaise connaît des mots auxquels Alain-Claude Bilebinze, ministre de la Culture et des Arts, a proposé des pistes de solutions visant à redonner ses lettres de noblesse à cet art qui doit s'adapter à l'ère du numérique. Les gens de lettres doivent embrasser le temps d'aujourd'hui. Et pour faire vivre le livre, leur livre, investir les autoroutes digitales, c'est-à-dire tenir des blogs, publier des extraits de leurs textes sur Internet, engager des conversations sur les réseaux sociaux, inventer de nouveaux formats de production. Le Salon de la littérature gabonaise a été l'occasion pour les amoureux de la littérature de découvrir la pluralité de cet art qui se veut le reflet de la société.
L'actualité au Gabon, c'est aussi le début des inscriptions ce lundi à l'université Omar Bongo de Libreville. Pour l'occasion, la mutuelle des étudiants de la première université gabonaise a présenté aux nouveaux bacheliers les départements qui composent cette université, de même que son organigramme et les textes qui la régissent. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la journée Samba, qui signifie « Bienvenue au Gabon ». Le compte rendu de Katia Sandon et Jospin Bombadianga. Les organes, les départements et les textes qui régissent le fonctionnement de l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon ont été présentés ce lundi aux nouveaux bacheliers. Une initiative de la mutuelle des étudiants qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la journée Samba. La présentation de l'université Omar Bongo consiste dans un premier temps à présenter d'abord les organes. Nous avions un rectorat, nous avions un secrétariat général, nous avions les décanats et ensuite les départements. Et aussi dire qu'à la tête de l'université, il y a un recteur, un secrétaire général et les doyens. Les doyens sont chargés de régler des problèmes académiques. L'administration, c'est le secrétariat général. Le recteur, celui qui est le manager de l'établissement. Ensuite, s'il faut aller rapidement, si vous avez un souci pédagogique, il faut d'abord aller chez le département au niveau du décanat. On ne peut pas sauter le département au décanat ou au décanat directement chez le recteur de l'université Omar Bongo. Les nouveaux étudiants sont satisfaits de leur choix. Le fait d'être étudiante me fait, comme on le dit, me fait chaud au cœur. En fait, c'est une joie immense pour moi d'avoir traversé tout ce long parcours et être maintenant aujourd'hui dans la cour des grands appelés étudiantes. En fait, je suis contente en fait. C'est notre première inscription, c'est déjà notre première année à l'UOB et nous sommes très satisfaits. Déjà, nous attendons cette inscription depuis longtemps et c'est enfin là. Pour cette année scolaire 2016-2017, les inscriptions à l'UOB ont débuté ce lundi et les nouveaux étudiants ont de larges possibilités sur leur choix de future carrière. Le vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement a tenu une réunion ce lundi matin en présence des représentants de ses collègues de la justice, de l'intérieur et de la défense afin de trouver des stratégies pour faire déguerpir finalement les occupants illégaux des logements construits par l'État au nord de Libreville. Les détails dans ce reportage de Renandem. Le vice-premier ministre en charge de l'habitat social et du logement a annoncé au 15 novembre le début de déguerpissement des occupants illégaux d'Angondje au nord de Libreville et de Bikele dans la périphérie sud-est au cours d'une réunion avec les représentants des ministères de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la Justice. Anormal que des membres des forces de défense et de sécurité s'installent dans des maisons qui ne sont pas leurs maisons. Voilà pourquoi tous les occupants illégaux de Bikele ou d'Angondje pour commencer ont jusqu'au 15 novembre pour partir. Le conseiller du vice-premier ministre en charge de l'habitat a précisé les lotissements concernés par le déguerpissement. Il s'agit des logements qui sont essentiellement au lotissement Alhambra, soit 679 logements occupés par des compatriotes de manière illégale et la totalité des logements construits par la SNLS au niveau de Bikele. Bruno Ben Moubamba veut surtout que les choses se passent dans le calme et la légalité. Autre actualité ministérielle, mais cette fois en brève, dans la suite de sa prise de contact avec les différents maillons de son département ministériel, le ministre de la Justice, Alexis Boutamba, a reçu ce lundi le syndicat des greffiers, Sinagref. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information avec Marina Mundeman. Ouvrons à présent la page de l'actualité africaine. Je vous l'annonçais en l'entame. Tout d'abord au Maroc, à Marrakech, s'est ouvert ce lundi la COP 22, dis-je bien, au programme de cette première journée des plénières et surtout des discours de bienvenue et de présentation des enjeux de l'événement. Lardin Gemamba, Lariska Lormamembi nous en disent un peu plus. Malgré le temps particulièrement glacial, marqué par la pluie qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi, les participants et experts venus du monde entier pour prendre part à la 22e conférence des partis COP22 ont répondu présents massivement dans les salles de conférences aménagées pour l'événement.
Au nombre de participants, l'on note la part active de la société civile et des ONG, pour qui cette rencontre est un bilan des accords de Paris qui, dans l'ensemble, ont eu un écho favorable des États avec une volonté politique clairement affichée. Pour être sûr qu'on obtienne l'ambition qu'il faut avec la rapidité nécessaire, il est très important que 2018 compte comme une année qui vraiment recalibre et accélère justement à la fois l'ambition et aussi les plans financiers pour supporter tous les pays pour garder cette dimension universelle. La mise en pratique des accords de Paris à la COP21, oui, mais aussi le soutien financier aux pays pauvres pour pouvoir mieux s'arrimer aux mesures mises en place. Nous sommes très heureux de voir que pendant toute l'année 2016, il y a eu un élan politique avec une ratification qui a été beaucoup plus rapide que celle que la communauté internationale avait espéré, même au lendemain de la COP 21. Au programme, des débats et exposés des experts de plusieurs pays. Chacun devra présenter les avancées, les difficultés rencontrées, mais surtout les perspectives selon les termes retenus. L'actualité du Maroc est donc en bonne place de cette grande session pour cause l'ouverture ce lundi de la COP 22 et nous y sommes où nous retrouvons à Marrakech notre envoyé spécial Lariska Lormamengui. Lariska Lormamengui, bonsoir. Bonsoir Myriam. Lariska, quel résumé peut-on faire de cette première journée en commençant bien entendu par l'ouverture? Ce que nous pouvons retenir de cette journée, c'est d'abord l'engouement. L'engouement, il faut dire que tous les pays invités, la quasi-totalité, a répondu présent, au moins par la présence de ces experts. Tous les panels ont été animés et même, je peux dire, les débats étaient tellement houleux, les horaires ont été dépassés. Donc, dans l'ensemble, cet engouement, cette volonté de tous les pays a fortement participé à cette Alors, qui sont les principaux participants de cette journée que vous avez suivi minute après minute pour Gabon 24? Bon, les participants, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est tous les pays qui ont justement participé à la COP28. C'est vrai qu'après, il y a des pays qui n'étaient pas forcément participants à la dernière COP, mais qui, justement, au but du sérieux, des échanges, du sérieux, surtout de l'importance des débats, ont eu la volonté, n'est-ce pas, de vouloir participer cette fois-ci, vu que cette COP, bien entendu, c'est le bilan de la COP 21, mais surtout voir comment accompagner les pays en difficulté dans la mise en œuvre des dispositions visant à protéger notre écosystème. Un petit mot, Lariska Lormamengui, sur la présence du Gabon à ce grand rendez-vous. Oui, le Gabon qui est d'ailleurs très bien avancé sur les questions de protection de l'environnement. On voit plusieurs mesures, n'est-ce pas, qui ont été prises par le président Ali Bongo Ondimba et qui, justement, sont mises en pratique de façon progressive. Donc, on voit cette fois-ci la paradigme. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la délégation gabonaise est une assez forte. C'est une délégation de 36 personnes, dont 10 ministères représentés, avec le Conseil climat. Donc, c'est vous dire que le Gabon s'implique de plus en plus, parce qu'à la COP 21, il y avait justement moins de personnes accréditées, mais pour cette fois-ci, il y a 36 personnes accréditées par le Gabon. Ça prouve combien de fois le Gabon s'implique fortement sur ces questions de l'environnement, et ça prouve combien de fois le Gabon veut prendre une part active à cet événement. Donc, on peut vraiment noter, en grosso modo, l'engagement du Gabon à s'aligner, à justement prendre à bras le corps toutes les dispositions, toutes les mesures et les accords qui ont été pris depuis Paris et qui d'ailleurs ont déjà avancé en termes d'applicabilité, en termes d'application, je laisse dire. Ils ont quand même bien avancé depuis l'année dernière. Donc on note quand même justement un fort engouement de la partie gabonaise. En terminant, Lariska Lormamengui, en attendant bien entendu l'entrée en scène des chefs d'État la semaine prochaine, quels sont les grands rendez-vous des prochaines journées? Bon, déjà, le programme se fait de façon progressive. À l'heure actuelle, les experts ne sont pas forcément sûrs
des activités qu'ils vont mener demain, parce que le programme se fait de façon progressive. Généralement, c'est tard la nuit ou en soirée. Les programmes thématiques sont envoyés par mail à chaque expert afin que chacun se prépare à pouvoir ou non participer et débattre. Mais ce qu'on peut déjà retenir pour ce qui concerne le Gabon, c'est que demain, déjà, il y aura une rencontre avec la GEOS, l'Agence d'observation spatiale. Il y aura une rencontre dans laquelle il y aura débattre, débattu des questions du lien entre l'observation spatiale et le réchauffement climatique. Donc après, il y a aussi, actuellement tard dans la soirée, il y a eu une rencontre avec l'OIAC, je crois, et les experts de la NAC. Voilà, donc je pense que demain, pour le moment, ce qui est sûr, c'est la rencontre avec la GEOS. Mais après, de façon progressive, il y aura d'autres activités qui seront annoncées et qui feront être débattues par les experts. Lariska Lorma-Mengi, merci pour toutes ces précisions. On retiendra que la journée a été très chargée et ce n'est pas terminé pour vous parce que vous continuez à suivre pour nous donc ces interventions dans la nuit. Et je rappelle à ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant que vous êtes notre envoyé spécial à Marrakech pour nous faire vivre sur Gabon 24 le déroulé de la COP 22. On se retrouve très prochainement au cours de nos prochaines sessions d'information. Lariska Lorma-Mengi. Et je vous le disais, en bonne place de cette grande session, le Maroc, et on parle encore de la COP 22. La présidente de la COP 21, Ségolène Royal, a livré un discours à l'ouverture ce lundi à Marrakech de la conférence climatique COP 22 qui vise à concrétiser les engagements pris par la communauté internationale à Paris afin de lutter contre le réchauffement planétaire. En témoigne ce récit de Gaël Mapessi. La conférence climatique de l'ONU s'est ouverte lundi à Marrakech pour concrétiser les engagements pris par la communauté internationale à Paris afin de lutter contre le réchauffement de la planète. Quelques 192 États ont signé l'accord de Paris, dont 100 l'ont déjà ratifié, a souligné la présidente de la COP 21, Ségolène Royal. Les pays les plus riches vivent comme s'il y avait 3 planètes. Les pays les plus pauvres, comme s'il n'y en avait déjà plus. Alors je demande une nouvelle fois de la justice climatique et en particulier pour l'Afrique. C'est le grand défi de la COP 22. Elle a souhaité que la COP 22 soit la COP de l'Afrique, en particulier concernant la prise en compte des enjeux de la mobilisation, des financements et des transferts de technologies avant de passer le relais au ministre marocain des Affaires étrangères pour présider la COP 22. Cette mobilisation inédite de la part de la société internationale et de sa volonté politique qui s'est manifestée au plus haut niveau a été concrétisée par l'entrée en vigueur rapide de l'accord de Paris, ce qui signifie une avancée jamais réalisée. Nous devons utiliser cette dynamique afin de lui donner un sens tangible qui sera bénéfique pour ce grand développement. Le nouveau président de la COP22 a appelé le monde entier à maintenir l'esprit de Paris, la mobilisation sans précédent qui accompagne le pacte adopté fin 2015. Et puis restons au Maroc, mais cette fois pour un anniversaire. Le Maroc qui tente actuellement de réintégrer l'Union africaine, veut retrouver sa place naturelle en Afrique, a déclaré ce dimanche le roi Mohamed VI dans son traditionnel discours du trône exceptionnellement prononcé depuis Dakar au Sénégal pour montrer tout l'intérêt que le royaume porte au continent. Le récit de Linda Gaël Maganga. Le royaume du Maroc désire retrouver sa place au sein de l'Union africaine. Le désir du royaume est dicté par des besoins de renforcer la coopération avec les pays africains et le souci de maintenir stable la croissance économique. En m'adressant à vous aujourd'hui, à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche verte, depuis la ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal sœur, je sais que vous ne serez pas surpris par une telle décision. En effet, le Sénégal fut parmi les États ayant participé à cette épopée nationale aux côtés d'autres pays africains et arabes. Mohamed VI, roi du Maroc, dans un discours circonstanciel prononcé à Dakar, au Sénégal, a exprimé tout l'intérêt du royaume à réintégrer l'Union africaine. La réintégration du Maroc dans l'Union africaine n'est pas une décision tactique, pas plus qu'elle n'a obéi à des calculs conjoncturels. Elle est plutôt l'aboutissement logique d'une réflexion approfondie. Et lorsque nous annonçons notre retour, nous ne demandons la permission de personne pour obtenir notre droit légitime.
En tout état de cause, le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturelle. Il dispose d'une majorité écrasante pour occuper son siège au sein de la famille institutionnelle africaine. Le Maroc est de retour pour retrouver sa place naturellement en Afrique, a estimé le roi. Ce choix est à dissocier de sa volonté de conserver ses droits sur le Sahara occidental. Le futur gouvernement du Maroc aura pour mission supplémentaire de rapprocher davantage le royaume des autres pays africains. Et nous partons pour la Côte d'Ivoire où l'opposition ivoirienne annonce son intention de saisir la Haute Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour demander l'annulation du référendum en date dans le pays. Miran Dangué. L'opposition ivoirienne qui conteste la nouvelle constitution issue du scrutin référendaire de dimanche dernier entend saisir la Haute Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'information a été révélée par Mamadou Koulibaly, président de Liberté et Démocratie pour la République, lors d'un meeting à la place Fikayo, à Yopougon, ouest d'Abidjan. Ce scrutin référendaire, boycotté par l'opposition ivoirienne, a enregistré un taux de participation de 42,42% selon la commission électorale indépendante. Ce taux a été jugé globalement satisfaisant par la plateforme des organisations de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel ivoirien a rejeté vendredi soir les réclamations de l'opposition en validant les résultats du référendum constitutionnel de dimanche jugé régulier. Ce meeting du Front du Refus et de la coalition du non à la nouvelle constitution ivoirienne avait été perturbé par des présumés jeunes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, occasionnant une vingtaine de blessés à l'arme blanche dans leur camp, à en croire Mamadou Koulibaly. Le ministre canadien de la Défense s'est rendu au Mali ce dimanche alors que le Canada se prépare à un déploiement prochain des casques bleus au sein des missions de maintien de la paix en Afrique. Le récit de Linda Gaël Maganga. Le ministre canadien de la Défense est en visite au Mali. Son pays manifeste le désir de s'impliquer dans le rétablissement de la paix et la stabilisation dans les pays qui connaissent des conflits et des troubles sociaux. Le Canada est en train de s'engager à nouveau dans les opérations de maintien de la paix avec les Nations Unies et ce dont on a parlé était pour nous de comprendre dans quelle opération de maintien de la paix on pourrait s'engager. Nous voulons connaître des situations, donc j'ai beaucoup de questions sur la situation sur le terrain. On a un très bon point de vue sur la sécurité, les programmes de développement aussi et également le processus de réconciliation. Le partage de compétences en matière de défense entre les pays pourrait contribuer au développement d'un système de défense ou offensif adapté aux besoins de chaque zone en proie à des conflits armés ou non. Le Canada tient sa réputation des opérations de maintien de la paix effectuées dans son passé. La raison pour laquelle on veut être certain, on prend note que les ressources que nous allons investir vont avoir un impact sur les personnes qui vivent ici aussi. Et c'est pourquoi il est important pour nous de bien prendre notre temps. Le Canada tient sa réputation honorable obtenue au cours des opérations de maintien de la paix effectuées dans le passé. Le pays prend ainsi le temps de s'investir dans ses missions. Ouverte vendredi à Lagos au Nigeria, la foire internationale d'art contemporain Art X Lagos se poursuit dans le pays et offre donc l'occasion aux artistes africains d'exposer leurs toiles, une exposition très appréciée par les nombreux visiteurs. Le récit de Ludmila Ntuntum. Art X Lagos est la première foire internationale d'art contemporain du Nigeria, un événement qui offre aux artistes africains une vitrine internationale. L'objectif étant de promouvoir l'art au-delà des frontières nigérianes et africaines et ainsi contribuer à la visibilité des artistes contemporains d'Afrique tout en inspirant les jeunes et les futures générations d'artistes. Je crois que le défi pour les artistes est le manque d'infrastructures et le fait de ne pas pouvoir présenter leur travail parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas plus de 2 ou 3 galeries alors qu'ils ont près de 1000 artistes. La première édition de la Foire internationale d'art contemporain de l'Afrique de l'Ouest réunit 50 artistes de 10 pays pour 30 événements répartis sous forme d'expositions artistiques, de performances et de projets interactifs. From Africa have taken center stage
Les artistes africains ont pris une place centrale dans les événements artistiques mondiaux et y ont fait des performances très honorables. Donc je pense que c'est très positif. Les artistes d'ici sont reconnus grâce aux contributions qu'ils ont faites aux échanges artistiques. Des artistes africains cotés, galéristes ou commissaires d'exposition sont de plus en plus nombreux. Des Africains au rayonnement international, ils exposent chez eux et à travers le monde. Leurs travaux parlent du passé colonial et de la post-colonie, mais reflètent aussi l'Afrique d'aujourd'hui, un continent créatif, reconnu et qui bouge. Et nous poursuivons avec l'actualité hors du continent. Tout d'abord aux États-Unis, Hillary Clinton s'est rendue à Manchester, dans le New Hampshire, accompagnée de Kirs Khan, père d'un jeune militaire mort en Irak et qui avait défié, souvenez-vous, Donald Trump cet été. La candidate démocrate a parlé d'un besoin de réconciliation après l'élection. En même temps, l'annonce du directeur du FBI qui classe sans suite l'affaire sur ses SMS. Suivant ce reportage de nos confrères de l'AFP. Hillary Clinton, soulagée, a vu disparaître dimanche la menace du FBI d'être poursuivie pour l'affaire des emails, un développement qui, à 36 heures de l'élection présidentielle américaine, a rendu furieux son adversaire Donald Trump, galvanisé par des sondages serrés. Elle est protégée par un système truqué, a déclaré le républicain en meeting dimanche soir dans le Michigan. Hillary Clinton est coupable, elle le sait, le FBI le sait, les gens le savent et maintenant c'est au peuple américain de délivrer la justice dans les urnes, a-t-il déclaré. Dans un courrier au Congrès, le directeur du FBI, James Comey, a fait savoir qu'après avoir examiné des emails découverts récemment, il maintient ses conclusions de juillet, selon lesquelles il n'y avait pas matière à poursuivre Hillary Clinton pour avoir utilisé un serveur privé quand elle était secrétaire d'État. L'entourage d'Hillary Clinton s'est réjoui de ce nouveau rebondissement dans une campagne qui n'en a pas été avare et les marchés en Asie ont ouvert à la hausse. Les contrats à terme aux États-Unis ont aussi fait un bond. Elle prive à l'inverse Donald Trump d'un sujet qu'il avait largement exploité ces derniers jours, parlant d'un scandale plus gros que le Watergate et dénonçant la candidate la plus corrompue, selon lui, de l'histoire. Le résultat de l'élection présidentielle dans la première puissance mondiale aura des répercussions bien au-delà de ses frontières. Et puis en Chine, le Parlement chinois a de facto interdit ce lundi à 2 députés indépendantistes de siéger au Parlement de Hong Kong, ces derniers ayant délibérément mal prononcé leur prestation de serment. Le récit de Sybille Mengue. Le Conseil législatif de Hong Kong est depuis 3 semaines le théâtre de scènes de chaos dû au rejet de la prestation de serment de 2 indépendantistes, Yo Wei-ching et Ba Jiolong, au motif qu'ils s'étaient drapés dans une bannière proclamant que Hong Kong n'est pas la Chine. Le Parlement chinois a interdit à ces 2 députés indépendantistes de siéger au Parlement de Hong Kong, ces derniers ayant délibérément mal prononcé leur prestation de serment. Élus en septembre, ils avaient également refusé de prononcer correctement le mot Chine et utiliser des termes péjoratifs en prononçant le serment qui stipule que Hong Kong est une région administrative spéciale de la République populaire de Chine. La crise constitutionnelle et l'annonce de l'intervention de Pékin a généré des manifestations dimanche dans l'ancienne colonie britannique qui jouit d'un statut d'autonomie au sein de la République populaire. Lors de scènes rappelant les mobilisations massives de l'automne 2014 qui avaient paralysé plusieurs quartiers de la ville pendant plus de 2 mois, des manifestants ont utilisé leurs parapluies pour se protéger des gaz, certains jetant de l'eau et des bouteilles en plastique sur les forces de l'ordre en tenue anti-émeute. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité nationale est marquée par la rentrée littéraire sous le thème de la place de la femme dans la littérature gabonaise. Si les préjugés demeurent, les femmes gabonaises ont su trouver leur place dans et en dehors de la littérature. Nous l'avons vu, en Afrique, la 22e conférence des partis sur le climat domine l'actualité. Dans ce journal, le récapitulatif de la première journée a été fait avec notre envoyé spécial sur place, Lariska Laure Mamengi. Et puis, à l'instant, l'actualité dans le monde, c'est aussi les États-Unis où Hillary Clinton, la candidate démocrate favorite à la présidentielle, a sillonné ses bastions pour inciter les indécis à aller voter à un jour seulement de l'élection aux États-Unis. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.